Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 25 septembre à la une de l'actualité. Décès hier de la Moudjahida et journaliste Zineb El-Mili à l'âge de 87 ans des suites d'une longue maladie. Le président de la République adresse un message de condoléances à la famille de la défunte. Les travaux de la rencontre gouvernement-Wali sanctionnés par une série de recommandations. Retour sur les plus importantes décisions du président de la République. Des annonces pour améliorer la qualité de la vie des citoyens et largement saluées. Réaction dans le journal. Puis les Wali priaient de diversifier les sources de financement des collectivités locales dans le cadre de la nouvelle loi sur l'investissement. La fiscalité ordinaire pourrait être une piste. Des exemples tout à l'heure. Lancement ce matin du 6e recensement général de la population et de l'habitat via 53 000 agents dans tout le territoire national. Des moyens technologiques modernes utilisés pour la première fois. Reportage sur la formation des recenseurs. Je vous disais en titre, le président de la République, Ahmed Tebboune, a adressé aujourd'hui un message de condoléances à la famille de la Moudjahida et journaliste Zineb El-Mili, décédée hier à l'âge de 87 ans des suites d'une longue maladie. Dieu le Tout-Puissant vient de rappeler à lui, la journaliste Moudjahida Zineb El-Mili, fille de l'Arbit Bessi, épouse de l'ancien diplomate Mohamed El-Mili, après un parcours exceptionnel dans le monde de la presse et de la culture, laissant un legs honorable après l'indépendance, à travers notamment son passage au journal Al-Shab, a écrit le président de la République. La défunte était connue pour ses opinions audacieuses et son attachement à notre histoire nationale et à la défense de l'Algérie. En cette pénible épreuve, je vous présente mes sincères condoléances et vous assure de mes profonds sentiments de compassion et de sympathie, priant Allah Tout-Puissant de vous prêter patience et réconfort et d'entourer la défunte de sa sainte miséricorde et de l'accueillir en son vaste paradis. À Dieu nous appartenons et à lui nous retournons, a conclu le message du président de la République. Clôture au Palais des Nations de la rencontre gouvernement-Wali sous la présidence du Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman. Après 2 jours de travaux et 3 ateliers, les travaux ont été sanctionnés par l'adoption d'une série de recommandations relatives au rôle des collectivités locales dans la relance de l'investissement, la diversification des ressources financières pour un développement local et le rôle du Wali dans le processus de développement économique local. Parmi les recommandations les plus importantes, le renforcement des prérogatives des Wali, la réactualisation des programmes de développement selon les besoins des collectivités, le suivi des projets de développement et des opérations de levée d'entraves sur les projets et prendre les mesures nécessaires pour relancer les projets non concrétisés. La réduction également des disparités économiques entre les localités. Je vous invite à présent à écouter le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman. إن لقاء الحكومة الولاة هذا الذي ينعقد هذه السنة تحت عنوان ترقية الاقتصاد الوطني والتنمية المحلية تحت إشراف السيد رئيس الجمهورية ورعايته السامية يكتسي أهمية بالغة مستمدة من أهمية دور الجماعات المحلية في تحقيق التنمية وعليه، فنحن أمام ضرورة تغيير تلك الصورة النمطية التقليدية، وهذا بأن تتحول السلطات المحلية وعلى رأسها الوالي إلى قوة اقتراح ضمن أطر العمل الجماعي بإشراك جميع الفاعلين في المجتمع من سلطات، نواب، منتخبين، محليين ومتعاملين اقتصاديين عموميين وخواص، وكل فعاليات المجتمع المدني من أجل توفير ظروف أفضل لتحقيق النمو الاقتصادي وبالتالي زيادة حركية التشغيل وخلق فرص العمل. وذلك هو مفهوم التنمية الاقتصادية المحلية الحقيقية التي تهدف إلى تعزيز القدرات الاقتصادية للجماعات المحلية وبالتالي تحسين مستوى المعيشة ككل، لأنه في النهاية لا تنمية اقتصادية ولا نمو ما لم يكن العامل البشري في صلب اهتماماتنا واهتمامات السياسات العمومية والتي مآلها الفشل ما لم ينخرط فيها المواطن ويتبناها ويضفي عليها الشرعية.
Et le président de la République avait supervisé hier le début de la rencontre où il a donné une série d'orientations au Wali et fait plusieurs déclarations visant l'amélioration des conditions de vie du citoyen. Retour sur les plus importantes décisions et annonces du chef de l'État par Yasmine Massaoudi. Dès janvier prochain, les salaires modestes, l'allocation chômage et les pensions de retraite seront revus à la hausse. Une décision annoncée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, lors de l'ouverture de la rencontre gouvernement-Wali, qui a été l'occasion d'évaluer ce qui a été réalisé en une année, de cerner et de rattraper les insuffisances en vue d'atteindre les objectifs assignés à court, moyen et long terme. Les enseignants et le personnel paramédical bénéficieront d'une révision de leur statut. Le président de la République a enjoint au gouvernement de s'atteler dès maintenant à la révision de leur salaire également. Ces décisions interviennent dans la continuité des mesures initiées en application de l'engagement du président de la République à défendre le pouvoir d'achat du citoyen. Le président de la République a instruit les walis de poursuivre la prise en charge des préoccupations du citoyen pour consacrer l'état de justice et de droit, le citoyen étant l'alpha et l'oméga de la République, comme il l'a souligné. Le président de la République a rappelé qu'avec la finalisation des élections locales partielles, l'Algérie aura parachevé le processus d'édification institutionnelle, annonçant le lancement immédiat de la révision du code communal et de wilaya, ainsi que la création d'une commission qui se chargera de cette révision en vue de renforcer davantage la décentralisation et créer des ressources de financement pour les collectivités locales. Concernant les zones d'ombre, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a précisé que près de 82% des problèmes enregistrés dans ces zones ont été résolus, tout en espérant que les problèmes restants le seront au début de l'année 2023. La réunion gouvernement-Wali, une rencontre qui entre dans le cadre du processus de concrétisation de l'état de droit et des fondamentaux de la gouvernance et la réalisation de la justice sociale et de l'équilibre régional. Et les réactions à certaines des décisions du président ne se sont pas fait attendre. Les Algériens saluent les annonces concernant la revalorisation salariale, notamment pour les enseignants et le paramédical. On écoute. قرار رئيس عبد المجيد تبون على شبه الطبيين بما يخص زيادة الأجور للممرضين والشبه الطبيين. نشكره على المبادرة اللي عملها معنا. نقوم بتتميم القرار الرئاسي الخاص بزيادة في الأجور ومراجعة القانون الأساسي للممرضين الجزائريين. فهذا قرار يعطي دفعة معنوية لسيرورة العمل ونتمنى في المستقبل إن شاء الله تكون أمور أخرى للدراسة. نتمم القرار رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في فيما يخص رفع الأجور العمال قطاع التربية. هذا الشيء محفز لينا كأساتذة، إن شاء الله تكون قرارات أخرى في متناول الاساتذه، خاطر الاساتذه نورمالمون راهم يبذلوا مجهود والاستاذ ثاني راه نورمالمون بلاصته كاستاذ كاب كولي تلميذ. شفت البارح الديسكور تاع الرئيس؟ شفته مليحه، شغل كاع يزيد لنا في المنحه هذيك ثاني مليحه للشباب ياخذ. Ayant suivi le discours du président en ce qui concerne l'augmentation des salaires, c'est une bonne chose, et surtout pour le personnel qui sont sous le gîte de la fonction publique. Je suis contente parce que il a augmenté la retraite et les salaires. شكر جزيل الشكر السيد رئيس الجمهورية على الخطاب الأخير والتوصيات التي خرج بها بضرورة التنمية والتنمية المحلية والأوامر التي أسداها للولاة بضرورة الاعتناء بالطبقة الهشة من المجتمع والاعتناء بالقطاع الفلاحي اللي هو عنصر أساسي من أجل التنمية في البلاد وباش نحققوا اكتفاء وأمن غذائي ذاتي. رفع الأجور سواء في الشبه الطبي والطبيين وثاني متقاعدين بصفة عامة، والله نقطة هامة جدا. هذه هي الجزائر الجديدة إن شاء الله اللي رانا ننتظروا فيها. Je pense que c'est une très bonne décision par rapport à tout ce qui se passe. C'est une bonne décision. Par rapport aux retraités, par rapport aux paramédicales, oui.
Autre annonce du président de la République lors de la rencontre gouvernement Wali, la création d'une commission pour la révision du code de la wilaya et celui de la commune. Le volet fiscalité notamment pourrait avoir un impact sur l'amélioration du développement des localités. Exemple, à Béchar et Illizi avec Samer Hadjamar. La politique de l'État en matière de développement socio-économique au niveau local. Et grâce aux nouvelles actions de levée d'entraves sur l'investissement, plusieurs projets ont été concrétisés, en particulier dans les régions enclavées et frontalières, à l'image de la wilaya d'Illizi. Grâce aux efforts déployés par l'État, plusieurs projets ont été concrétisés. Il reste encore d'autres projets que nous avons enregistrés aujourd'hui, à l'exemple d'une annexe communale et d'une annexe postale. Ces projets ont été validés. Les services de la wilaya ont pris en charge la construction du bureau postal. Dans le taux d'avancement des travaux a atteint les 70%. Nous avons achevé à 100% la construction de la salle de soins. À Béchar, les nouvelles orientations du gouvernement en matière de gestion locale incitent les collectivités locales à rechercher les mécanismes performants pour la création de richesses locales, à l'instar de la révision à la hausse de la fiscalité locale. C'est une bonne chose, surtout que grâce à la nouvelle loi de finances 2022, la taxe de l'habitat qui était versée au trésor public sera à présent destinée directement aux communes. L'augmentation des revenus de la fiscalité locale représente une importante source additive de revenus pour la commune. Cela permettra sans doute la création d'emplois et de projets d'investissement. La révision de la fiscalité locale apparaît comme une nécessité pour un meilleur financement des collectivités locales, contribuant de fait à un développement local efficient et durable. Développement toujours, et le nouveau code de l'investissement va donner un souffle à l'économie nationale et au développement local à travers les facilitations accordées aux investisseurs. Illustration à Sétif avec Issaïd Benlounis et Machad Hamoud. Le développement local, une dynamique économique et sociale concertée et impulsée par plusieurs acteurs sur un territoire donné et au cœur de laquelle trône le citoyen. La définition est simple, mais son application sur le terrain nécessite une réactualisation continuelle. Le développement local devrait obéir à de nouvelles règles et être perçu autrement. Une vision basée sur des efforts consentis à l'échelle nationale et locale. L'aboutissement de l'action combinée entre les efforts au plus haut niveau de l'État et entre ceux consentis par la société civile représentative de la population. À Sétif, la combinaison de ces efforts a permis de mettre tous les indicateurs économiques au vert. Le nouveau code de l'investissement tant attendu par les opérateurs économiques est perçu comme une grande plus-value qui boostera davantage cette dynamique déjà bien enclenchée. Nous sommes très optimistes quant à ce nouveau code de l'investissement avec ses 8 textes d'application. Nous comptons énormément dessus afin de libérer l'acte d'investir et par là même redynamiser l'économie locale et nationale. À Sétif, plusieurs projets ont déjà réussi à voir le jour, tels que la méga zone industrielle de Ouled Sabr. Depuis quelques mois, la forte volonté politique affichée par les pouvoirs publics et à leur tête le président de la République commence à porter ses fruits. Il y a beaucoup de changements positifs. Les services de la wilaya nous ont contactés afin de s'enquérir de nos préoccupations et des entraves auxquelles nous sommes confrontés. Nous avons participé à des réunions par la suite, durant lesquelles nous avons exposé tous les problèmes auxquels nous faisons face. Des mesures prometteuses dont les résultats sont déjà visibles sur le terrain. La locomotive du développement local est déjà en marche dans cette wilaya avec comme finalité l'amélioration sensible de la qualité de vie des citoyens. Et les dispositions du nouveau code de l'investissement sont accueillies avec beaucoup de contentement par les investisseurs. Ils comptent sur la loi pour booster l'activité. C'est le cas à Constantine, nous dit Amina Bartouche, commentaire de la Hamouche. Le nouveau code de l'investissement est une véritable bouffée d'oxygène pour de nombreux investisseurs. Paru au journal officiel ce mois-ci, les textes d'application ont permis de donner un nouveau souffle au climat des affaires et par ricochet à l'économie nationale.
Le nouveau code de l'investissement est venu accorder des facilitations aux investisseurs, garantissant transparence et célérité dans l'étude et l'approbation des dossiers d'investissement. Nous avons beaucoup de projets qui verront le jour prochainement, ce qui permettra de créer de nouveaux postes d'emploi et promouvoir l'économie nationale. Avec ce nouveau code de l'investissement, il y aura plus de facilité et garanties aux investisseurs, ce qui va engendrer plus de transparence et moins de bureaucratie. Afin d'attirer les investisseurs et encourager l'implantation des projets dans les localités, les collectivités locales ont mis les bouchées doubles en levant tous les obstacles polluant le climat des affaires, et ce, afin de favoriser un réel développement local. Avec ce nouveau code de l'investissement, les collectivités locales ont un rôle prépondérant, car les investisseurs auront toutes les informations requises concernant les potentialités et richesses de la collectivité locale désignée. Il faut que les maires aient une vision d'opérateur économique pour enclencher un réel développement local durable. Le nouveau code de l'investissement devrait accélérer le développement local. Plusieurs milliers d'autorisations exceptionnelles d'exploitation ont été délivrées à travers le pays. De nombreux obstacles entravant les projets ont été levés, de quoi booster le marché de l'emploi et dynamiser l'économie nationale. Voilà pour ce volet économie et développement local. Lancement ce matin du 6e recensement général de la population et de l'habitat. L'opération qui se poursuivra jusqu'au 9 octobre mobilise 53 000 agents dans tout le territoire national. Le coup d'envoi officiel a été donné depuis la place à Aïssa Tidir à Alger par le ministre de l'Intérieur, Yanis Aïd Belkacem. C'est à partir de la place Aïssa Tidir, commune de Sidi Mohamed à Alger, que le coup d'envoi du 6e recensement général de la population et de l'habitat a été donné par le ministre de la numérisation et des statistiques et le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire. Nous devons refaire ce recensement de manière à connaître qui sommes-nous, où sommes-nous, que faisons-nous. Nous ne pouvons pas bâtir des politiques publiques sans qu'on ne connaisse ces éléments. Donc, les recenseurs, ils ont été formés depuis maintenant quelques jours. C'est des gens qui avaient déjà des prédispositions. Ils vont entamer cette opération sur une quinzaine de jours. Les moyens aujourd'hui sont bien plus, disons, modernisés plutôt que ce qui se passait il y a, disons, 20 ans et davantage. Les instructions sont données donc aux Wali, là où ils sont, pour agir dans l'optique de réussir cette opération. Sachez que l'opération est importante. Nous sommes tous mobilisés ici pour la réussir. Et comme l'avait indiqué M. le ministre de l'Intérieur, c'est une préparation qui se prépare depuis longtemps. Il avait parlé tout à l'heure du travail cartographique, parce qu'il fallait identifier le territoire à travers ces wilayas, à travers ces communes. Mais un travail a été ajouté par les cartographes et les ingénieurs en statistique, c'est celui des districts. Donc le pays est réparti en districts pour faciliter justement le contact entre le recenseur et le recensé, et pour permettre au recensé de pouvoir maîtriser l'opération pendant 15 jours. Ça fait que ce recensement va sortir avec des conclusions qui vont directement en direction des citoyens. La grande nouveauté de cette année, l'utilisation des nouvelles technologies dans la collecte des données. Je fais partie des agents mobilisés pour cette opération de recensement de grande envergure. J'espère qu'il y aura une grande adhésion de la part de la population. Nous utiliserons des tablettes qui nous faciliteront la collecte des données pour cette opération qui durera 15 jours. Le recensement général de la population et de l'habitat, qui s'étalera du 25 septembre au 9 octobre 2022, revêt une importance stratégique. Les données récoltées reflèteront fidèlement le degré d'application sur le terrain des réformes engagées par l'État à tous les niveaux au cours de ces dernières années. Et pour la première fois, des moyens technologiques modernes sont utilisés pour l'opération de recensement, ce qui a requis une formation spéciale aux agents. Saïda Mariouf a assisté à cette session dispensée aux recenseurs. Reportage. Une opération de grande envergure nécessitant des moyens colossaux, humains et matériels, et pour laquelle une enveloppe de près de 5 milliards de dinars a été dégagée par l'État. Une préparation minutieuse et une organisation sans faille sont alors mises en place. Pour ce faire, la formation des formateurs demeure un élément clé dans la réussite de l'opération. 2467 formateurs ont été ainsi formés.
Nous sommes appelés à fournir aux agents recenseurs et contrôleurs les éléments de base à respecter envers les ménages, car le contact entre agents recenseurs et citoyens est primordial dans la réussite de cette opération. Les cycles de formation ont débuté du 8 au 14 septembre dernier pour les enseignants de formation professionnelle. Nous leur dispensons les meilleures méthodes à appliquer lors du déroulement du recensement et décortiquons avec eux tout le contenu du questionnaire avec toutes les éventualités possibles. Pour ce 6e RGPH, le recours pour la première fois aux technologies numériques à travers l'utilisation de tablettes électroniques équipées de puces SIM 4G demeure un bond qualitatif dans l'histoire du recensement en Algérie. 57 000 tablettes intelligentes sont ainsi mises à cet effet. L'avantage de l'opération donc plus précisée et plus rapide. Ces technologies de pointe permettront de faciliter l'opération de collecte des informations du recensement et d'exploiter les données avec la réduction des coûts et des délais de collecte et de traitement de ces informations. La liaison entre le recenseur et la base de données est assurée en temps réel avec une haute précision. Et la base de données. L'ampleur du défi du RGPH nécessite une parfaite coordination ainsi qu'une étroite coopération entre les différents acteurs. Et afin de parvenir à des résultats optimaux, un recensement pilote a déjà été effectué à travers le territoire national. Le 11 juillet, nous avons commencé les travaux de terrain, c'est juste après l'Aïd el-Kbir. Ça a duré 15 jours sur 10 communes, sur 11 communes réparties sur le territoire national. Ça nous a permis de tester le rendement, la compréhension des agents recenseurs. Nous avons pris le même profil des agents recenseurs qui vont être par la suite reconduits pour notre recensement, je dirais, grandeur nature. Placé sous le slogan « Recensons notre présent pour construire notre avenir », le RGPH revêt un caractère stratégique avec un impact socio-économique de taille. L'avantage qu'on peut tirer, c'est qu'on peut élaborer des politiques publiques ciblées. C'est parce qu'on connaît les caractéristiques de telle localité par rapport à telle autre localité. S'il y a des équilibres, il peut y avoir des politiques en destination des régions qui sont un peu moins nantis que par rapport aux autres régions. Pour rappel, le premier RGPH en Algérie a eu lieu en 1966 et le dernier en date remonte à l'an 2008. Un grand changement s'est opéré depuis lors. Il s'est avéré aujourd'hui plus que nécessaire de procéder à un nouvel RGPH, dont l'aboutissement sera un outil efficace de planification dans les domaines socio-économiques et l'aménagement du territoire, profitant ainsi à tous les secteurs dans la définition future de leur politique. Voilà ce que nous pouvions dire sur le lancement du recensement général. Nous suivons bien sûr l'opération de près. Dans l'actualité également, les entretiens du ministre des Affaires étrangères en marge des travaux de l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Al-Mtan al-Amamra s'est entretenu avec le ministre de l'Intérieur, conseiller d'État chinois. Les deux parties sont revenues sur les relations d'amitié et de coopération liant les deux pays et ont échangé leur point de vue sur les dossiers de l'heure. Les deux parties ont affiché leur détermination à renforcer la coopération dans le cadre de l'initiative La Ceinture et la Route afin de concrétiser les grands projets de développement local initiés par le président de la République. Al-Amamra s'est entretenu également avec son homologue russe, Sergueï Lavrov. Ces entretiens ont permis de passer en revue différents aspects du partenariat stratégique entre l'Algérie et la Russie. Dans ce contexte, Lavrov a insisté de nouveau sur l'invitation adressée au président de la République, Ahmed Tebboune, par son homologue russe, Vladimir Poutine, pour effectuer une visite officielle à Moscou. Et à l'occasion de sa participation à la réunion ministérielle du comité du mouvement des pays non alignés sur la Palestine, le ministre des Affaires étrangères, Al-Mtan al-Amamra, a exprimé le soutien de l'Algérie à la demande soumise par le président palestinien au secrétaire général de l'ONU pour que la Palestine obtienne la qualité d'État membre à part entière des Nations Unies. Al-Amamra a indiqué que l'admission de la Palestine contribuera au règlement de la question palestinienne et mettra la puissance occupante devant ses responsabilités. Il a ajouté que le silence de la communauté internationale et les politiques du fait accompli sapent plutôt tout espoir d'un règlement définitif et juste de la question palestinienne, tout en rappelant la position de principe de l'Algérie en faveur du droit
inaliénable et imprescriptible du peuple palestinien à l'autodétermination et à l'établissement de son État indépendant basé sur les frontières de 1967 avec Al-Quds Sharif comme capitale. Le chef de la diplomatie algérienne a souligné par ailleurs que le prochain sommet arabe d'Alger constituera une étape importante pour faire avancer le dossier de la réconciliation interpalestinienne et relancer le processus de paix au Moyen-Orient. Le ministre des Affaires étrangères a eu par ailleurs une série d'entretiens en marge de l'événement. L'Amamra s'est entretenu avec le président de l'Assemblée générale des Nations Unies, Saba Korossi, avec le président de la République du Timor oriental, José Ramos Horta. Le MAE s'est également entretenu avec le ministre des Affaires étrangères sahraoui Mohamed Salem Ould Salek et ses homologues du Pakistan, du Koweït, du Nicaragua, de la Mauritanie et de la Tanzanie. Les entretiens ont porté sur les voies et moyens de renforcer les relations bilatérales. Dans l'actualité, le Front Polisario a salué hier soir la position de principe et historique du Mozambique et du Front de libération du Mozambique, Frelimo, qui ont exprimé leur soutien à la juste lutte du peuple sahraoui pour son autodétermination. La position du Frelimo a été exprimée lors de sa participation aux travaux du 12e congrès du parti au pouvoir. Le diplomate a évoqué les relations historiques entre le parti Frelimo et le Front Polisario, soulignant qu'elle remontait aux années de la lutte commune contre le colonialisme, exprimant la gratitude et l'appréciation du peuple sahraoui pour les positions et le soutien exprimé par l'État frère du Mozambique et sa juste cause. Voilà, c'était la dernière information de notre journal. Merci de l'avoir suivi et excellente soirée sur Canal Alger.